ou en tout cas c'est une question qu'on se pose ici, est-ce que déjà avec le sommet, en tout cas à quelques heures du sommet, vous aviez le pressentiment que la Guinée n'échapperait pas à des sanctions? Non, écoutez, Talibé, d'abord c'est toujours triste pour son pays de se savoir sous cet angle d'appréciation de nos voisins tout d'abord et de l'ensemble de la communauté nationale, internationale plutôt. Ça ne fait jamais plaisir de savoir son pays sur un tel registre, donc nous ne nous réjouissons pas de ce qui est en train d'arriver à la Guinée, mais bien entendu, tout ceci était prévisible. Parce que, vous savez, les efforts qui ont été fournis depuis le début de cette transition, je pense que dans l'histoire de nos transitions, il n'y a pas eu celle qui a eu plus de chance que le CNRD, parce que dès le lendemain du 5 septembre, toutes les organisations politiques et sociales se sont mobilisées pour décider d'accompagner par les idées, le lobbying, les initiatives, les conseils, les critiques. Chaque Guinéen s'est investi pour qu'au moins que le discours que le colonel avait prononcé le 5 ait du poids et un sens, c'est-à-dire tourner le dos aux pratiques anciennes et réinscrire la Guinée dans une nouvelle dynamique. Oui. Malheureusement, au fur et à mesure que la situation a évolué, nous nous sommes rendus compte que ces propositions et des idées n'ont pas compté aux yeux de ceux qui conduisent la transition. Évidemment que nous avions alerté, et personnellement, lorsque je suis passé chez vous à plusieurs reprises d'ailleurs, j'avais conseillé par rapport aux démarches et attitudes qu'il faut avoir vis-à-vis de nos voisins de la CEDEAO, avec lesquels nous n'avons absolument rien à gagner à être en mal. Donc tous les indicateurs étaient quand même dans le sens que des sanctions ne pouvaient pas être évitables. C'est comme si d'ailleurs le CNRD les a provoquées. Parce que quand vous voyez les éléments essentiels que je considère comme étant des erreurs qui sont en train d'être commises, lorsque les responsables de la transition disent que la durée n'est pas leur préoccupation, c'est dangereux comme communication. Parce que comment cela pourrait être perçu par les voisins et puis les autres pays, c'est de dire que désormais vous voulez encourager que dans tous les pays de la sous-région, que tout groupe de militaires peut s'emparer du pouvoir et rester autant qu'il veut. Parce que c'est ce type de message que ça renvoie quand vous dites à la communauté internationale que la durée n'est pas votre préoccupation. Mais plutôt le contenu, plutôt le contenu. On se rend compte que voilà, justement, et c'est vraiment pas du tout une bonne communication. Je ne sais pas si ceux qui communiquent au nom du CNRD s'en rendent suffisamment compte, mais lorsque vous le dites, parce qu'il faut se mettre dans le cliché des autres, lorsque vous dites que la durée ne vous préoccupe pas et que c'est un contenu qui le définit, lorsque vous n'arrivez pas à trouver un véritable consensus, vous arrivez au pouvoir par le fait d'un coup d'État. Donc vous n'avez pas été élu même par 1% des Guinéens. Mais c'est vous qui dictez l'agenda qui sera mis en exécution. Et dans ça, vous dictez tout. Et vous dites que la durée ne vous intéresse pas. C'est plutôt le contenu. Et que c'est vous-même qui mettez ce contenu. Ça voudrait dire que ça ne marche pas. Parce que vous pouvez mettre le contenu de votre choix, justifier tous les retards à travers vos propres initiatives et rester au pouvoir autant que vous voulez. Alors, la conclusion que les gens tirent de cette approche, c'est de dire, mais alors quand c'est comme ça, ce n'est plus la peine de dire que vous êtes dans une démocratie, ce n'est plus la peine de dire que vous avez des élections, parce que ça voudrait dire qu'on peut prendre le pouvoir par la force, y rester autant qu'on veut et justifier ça par la lourdeur d'un agenda ou par la nécessité de refondation. Donc, première erreur. La deuxième, c'est de rester figé à refuser de discuter avec les acteurs politiques et socio-représentatifs. Parce que lorsqu'on nous dit, Abakar, c'est étonnant de voir que certains sont irrités pour dire qu'on nous dit que nous ne sommes pas représentatifs, alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a un pays qui nous a donné une très bonne expérience de la représentativité, en l'occurrence l'Afrique du Sud, pour ceux qui en savent. Lorsque Mandela est sorti de prison, c'est un dialogue tripartite qui a été organisé entre le mouvement Inkatha, l'ANC et le gouvernement d'apartheid. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres Sud-Africains ne voyaient pas leurs problèmes traités. On peut se retrouver autour d'une table, même pas en grand nombre, mais traiter les sujets les plus importants, sortir quelque chose qui y va dans le sens de l'intérêt de la Guinée et aller aux élections. Pour les partis politiques que nous sommes, on a besoin simplement d'aller à la compétition. Il appartiendra aux Guinéens de choisir qui veut, qui pourra les diriger, les gouverner pour la suite. Donc je pense qu'il y a eu une accumulation d'erreurs de la part du CNRD, je ne sais pas, peut-être c'est voulu, beaucoup de personnes peuvent le penser, peut-être que c'est non,
Et la diplomatie qu'on est en train de déployer, en l'occurrence celle du ministre de l'Administration, plutôt du ministre des Affaires étrangères, honnêtement, pour ce que j'en sais, et selon les confidences que j'ai reçues, honnêtement, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Parce qu'il y a eu plutôt plus de, si vous voulez, inventer des gens, à parler du président de la transition, à faire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais la diplomatie, c'est une autre histoire. Ceux qui sont en train de les conseiller en termes d'approche pour rassurer au niveau de la communauté internationale, ils sont en train de vraiment de s'emmêler les pinceaux et tout ça contribue à ne pas donner de la confiance. Et je terminerai sur la question en disant ceci. Ouais. Ceux qui disent, et le ministre de l'Administration territoriale l'a dit tout à l'heure, que le rapport du médiateur n'a même pas été examiné ou que la CEDEAO devait attendre, je ne sais pas quel rapport. Mais je rappelle que le médiateur lui-même était là à New York. Oui, mais le communiqué final même le mentionne. Le communiqué final même de cette session extraordinaire le mentionne. Le rapport a bel et bien été examiné. Absolument. Et le médiateur, il n'y a pas quelqu'un qui aujourd'hui a la crédibilité, la qualification nécessaire pour parler de ce qu'il a évalué en Guinée lors de ses 2 dernières visites que lui. Donc dès lors que les autorités guinéennes ont accepté sa présence et qu'il a rencontré les différents acteurs, partout où il va parler, il sera audible. Donc lui-même a fait le rapport au chef d'État. Et j'ai entendu aussi le ministre des Affaires étrangères dire que certains chefs d'État ont soutenu la Guinée, mais c'est tous les chefs d'État qui ont pris cette décision-là qui a été rendue publique à travers le communiqué final de la réunion. Ouais. Donc il ne faudrait pas faire croire que la Guinée est fermée et que les Guinéens ne comprennent pas ce qui se passe. Ça ne sert à rien de déployer des gens pour aller raconter des choses. Il faut plutôt poser des actes. C'est par les actes qu'on arrivera à convaincre. Ce ne sont pas par les discours. Ça va nous coûter des gros moyens, mais ça ne ramènera aucun bon résultat. Ouais. On voit bien à la fois le CNRD et le gouvernement, en tout cas, insister sur, et là j'étais le mot du Premier ministre Bernard Goumou, sur le caractère impérieux des 2 recensements cités, donc en tout cas contenus dans le chronogramme de la transition proposé par le CNRD, à savoir le RGPH et le RAVEC. Est-ce que selon vous, la réalisation de ces 2 opérations est-elle nécessaire dans le cadre d'un retour à l'ordre constitutionnel? Avocat, je me réjouis que vous me reposiez cette question parce que vous avez été ceux qui nous avez reçus dans vos studios lorsque le modèle a fait une réflexion autour de cette problématique par anticipation d'ailleurs, avant que le sujet ne soit apporté. Et nous sommes venus avec de la documentation dans vos studios où nous avions présenté ce que nous estimions être le plus important à réaliser. En ce qui concerne le SGPH, il faut le rappeler, c'est un processus qui répond à des besoins d'ordre statistique, d'abord. Parce que ce sont des problématiques qui sont traitées par le secteur en rapport avec la planification du développement, des questions de développement. Et dans tous les pays, ça peut prendre au minimum 3 à 4 ans. Lorsqu'on vous parle de 24 mois, c'est excessivement impossible de le réaliser dans le contexte guinéen, avec tout ce que nous avons comme difficulté de réaliser le RGPH en deux ans. Même si c'était nécessaire de le faire, ce n'est pas possible. Il faut y travailler sur un long processus. La Guinée est l'un des pays qui a les plus grands problèmes statistiques de la sous-région. J'en sais beaucoup parce que je travaille dans le domaine du développement, des questions de développement. Donc, je sais qu'il n'y a pas d'élément de référence. Donc, il faut tout reprendre. Donc, et le RGPH n'est pas du tout lié à la question du fichier électoral. Lorsqu'on met le fichier électoral au cœur de sa préoccupation, il y a une possibilité aujourd'hui de faire un recensement à caractère électoral. Tout le monde sait que les Guinéens qui ont l'âge de 18 ans et plus, au regard des dernières dispositions légales en Guinée, je ne peux pas, parce qu'il y a une nouvelle constitution en projet, et évidemment, ceux-ci peuvent être recensés, nous ne sommes pas si nombreux. Et d'ailleurs, je vous avais fait part des simulations que nous avions eu à faire dans notre réflexion par rapport à cette question-là. Pour dire qu'il suffit de déployer des agents, de les préparer à un nombre suffisant, pour aller sur le terrain, avec aujourd'hui des tablettes. Le numérique nous donne tellement d'opportunités pour qu'au bout de 3 mois, que nous ayons un projet de fichier électoral qu'on peut consolider et au bout de 6 mois, nous allons avoir toutes les données disponibles, à savoir les 4,5 ou 5 millions de Guinéens qui peuvent être potentiellement des électeurs
Parce que nous sommes, selon ce qui se dit, entre 12 à 13 millions. Ce n'est pas possible avec une population qui a peut-être 66-67% de sa population à moins de 18 ans. On ne peut pas avoir plus de 50% de la population qui peuvent avoir plus de 18 ans, donc qui peuvent devenir des électeurs. Ouais. Lorsque vous avez à peu près 50% de la population sur 12 millions, ça va être dans l'ordre de 5 millions 500 au maximum de Guinéens qui peuvent être des électeurs. Avec de la volonté politique, oui, entendu, on peut réussir ces opérations-là. Aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités pour le faire. Mais il n'y a pas de volonté, en fait. On veut rallonger. C'est pourquoi, d'ailleurs, le CNRD veut parler du contenu. Parce qu'ils peuvent alourdir le contenu. Ils peuvent y mettre des choses impossibles à réaliser, embarquer tout le monde. Au bout d'un temps, on se met à l'évaluation. Ils se disent, oui, nous avions voulu faire ça, nous avons des problèmes, il faut qu'on rallonge. À force de rallonger, on a des difficultés. Donc ce n'est pas du tout justifié. Nous savons que notre pays... Non, non, pas du tout, pas du tout. Ça ne s'adosse même pas sur la même base légale. Le RAVEC également, c'est la même chose. En plus, Aboubacar, il faut savoir qu'une autorité de transition n'est pas élue. Les questions de ce type peuvent être données à la responsabilité d'un gouvernement élu, une assemblée nationale installée, qui peut faire des choses. Il faut que le CNRD comprenne que le plus grand succès que cette transition peut avoir, ce sont des élections transparentes, inclusives, qui peuvent permettre à d'autres Guinéens de continuer le travail. Si maintenant le CNRD ou certaines de ses composantes sont intéressés à exercer le pouvoir demain, à engager les réformes conformes à sa vision d'aujourd'hui, ils peuvent se constituer en parti politique, revenir conquérir l'électorat. En ce moment, ils parleront au nom du peuple de Guinée et ils poseront les actes conformément à leur mandat. Parce que continuer de dire que la durée n'importe pas, c'est d'abord se remettre en cause parce que si on a combattu Alpha Condé, c'est parce qu'il a rallongé le nombre de mandats étant donné qu'il n'en avait pas le droit. Si maintenant on intègre ça dans la tête des gens, ça voudrait dire que n'importe quel militaire, n'importe quel civil qui arrive au pouvoir va dire la durée c'est pas mon problème, c'est l'agenda que j'ai qui est mon problème. Alors ça c'est un problème de communication très très sérieux. Ouais. Monsieur Alouba, président du modèle en direct des États-Unis sur Film FM. Mamadou Diallo. Alors ma première question est d'ordre économique en référence donc aux sanctions que les chefs d'État de la CEDEAO ont appliquées à la Guinée récemment. Donc à son petit point B, il est dit que la CEDEAO décide de la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO, notamment de la BIDC. J'ai envie de savoir quelle est la teneur, quelle est la portée que peut avoir justement cette sanction pratiquement ces jours qui suivent, puisque vous avez écouté qu'on est en train de négliger ces sanctions. Deuxièmement, c'est une question politique. Une fois encore, le dialogue a été un mot cité à la tribune des Nations Unies par le PM et dans les négociations, dans les couloirs, on insiste que le cadre qui a été annoncé par décret la dernière fois est plus qu'inclusif. On n'attend plus que votre sursaut de conscience patriotique pour joindre ce cadre-là. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, d'abord la première question. Oui, l'enjeu de la mesure économique éventuelle qui sera prise, d'abord est un enjeu psychologique. Vous savez, l'économie se construit autour de la confiance. C'est un paramètre psychologique. Dès lors qu'un tel message est envoyé, vous savez, quoi qu'il en soit, certains vont dire que la Guinée n'étant pas membre de l'UEMOA, nous ne serons pas suffisamment impactés, nous sommes un pays côtier, donc nous avons des opportunités. Alors que là, qui seront erreurs en termes d'appréciation. D'abord, il y a un mauvais indice qui se fait. Pensez tout le temps à dire que l'acte qu'on a pris dans Bamako pourrait être, si vous voulez, un acte de consolidation ou alternatif. Étant donné que tout ce qui se passe au Sahel aujourd'hui constitue l'une des premières priorités des grands pays par rapport aux questions sécuritaires, et que aujourd'hui l'objectif c'est comment endiguer les risques sécuritaires dans le Sahel et le combattre là-bas au lieu de lui donner une chance de lutter vers les côtes. Et la Guinée étant un couloir qui pourrait donner accès à la mer, c'est un élément très très important qu'il faut avoir comme élément d'appréciation. Et si j'étais à la place du conseiller du président de la transition, je lui aurais alerté par rapport à ces éléments-là. Il faut faire très très attention. Il faut savoir comment le monde nous regarde. Parce qu'aujourd'hui, le fait que nous soyons dans un univers globalisé, tout ce qui se passe chez nous intéresse nos voisins dans la mesure où ils ont envie d'abord de protéger de s'assurer leur propre sécurité et de se protéger contre éventuellement des risques qui pourraient venir de nous. Alors, cette question économique,
Nous avons des pays autour de nous partageons beaucoup de choses. Ça veut dire que si toutefois ces décisions sont prises, quoi qu'il en soit, nos populations seront impactées. Tous les jours, les populations frontalières traversent la frontière, ont des marchés de l'autre côté, et ces institutions bancaires peuvent, qui sont à réseau d'ailleurs, parce qu'il faut le savoir, lorsque vous avez des difficultés avec certaines institutions bancaires, ça veut dire que l'effet contagion est là. Les autres peuvent avoir des difficultés à travailler avec vous. Il ne faut pas avoir une fixation que sur une banque qui est sous l'autorité de la CEDEAO ou de tous les membres de la CEDEAO. Il faut se dire que c'est un indicateur qui va amener les autres institutions bancaires, bien entendu, à avoir de la résistance et à avoir de la réserve à travailler avec vous. Toujours aussi que nous connaissons les difficultés économiques internes que nous avons. Et en plus de ça, les acteurs économiques internes eux-mêmes sont en train de quasiment arrêter ou ralentir toutes sortes d'activités. Et c'est pourquoi j'ai traité le sujet sur la question de la monnaie récemment à travers une de mes publications. Donc c'est pour vous dire que ce sont ces sanctions des sanctions dont on n'a pas besoin parce que l'effet contagion va être très très là. Bien. Sur le cadre de dialogue inclusif institué par décret du président, oui, allez-y. Bon, écoutez, vous savez, oui, ces annonces-là ne peuvent pas rassurer aujourd'hui parce que il y en a eu de par le passé. Je crois que la classe politique représentative n'a pas besoin aujourd'hui de prouver sa bonne foi parce que nous avons toujours été là lorsque c'était nécessaire d'être là. Lorsqu'on nous a sollicité, on a toujours... La dernière rencontre qu'on a eue, c'était le 27 juin dernier autour de l'ancien Premier ministre. Donc, les documents que nous avons transmis aux autorités de la transition, le modèle, je veux dire, par exemple, on a des accusés réception de toutes les propositions qu'on a formulées depuis le début de la transition. Nous avons envoyé partout, y compris le ministère de l'administration du territoire, et nous avons l'accusé réception, la présidence de la République, la primature, le CNT, tous ces organes ont reçu des propositions de la classe politique. Malheureusement, qu'est-ce qu'on en fait? À lieu et place, il y a des petits calculs qui sont des nuettes, on a du mépris. Alors qu'un dialogue est nécessaire, lorsqu'on prend le pouvoir, même si on est élu par un score soviétique de 99%, on discute avec les gens. C'est la toute première réaction de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, suite à l'arrestation d'Abdoulaye Ba ce dimanche 25 septembre 2022. Le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo interpelle le gouvernement et le CNRD sur l'état de santé du malade que son cadre accompagnait à Dakar. En partance pour Dakar avec son père, El Hadji Thierno Madjouba, malade depuis 3 ans, M. Abdoulaye Ba, secrétaire national chargé de l'animation politique de l'UFDG et conseiller politique de Cellou Dalein Diallo, est retenu depuis 13 heures à la frontière guinéo-sénégalaise, précisément au poste de contrôle de Oulu Fourdou à Koundara, a précisé l'UFDG dans une note parvenue.